Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet Sur Arte Radio. Le furtif est dedans. Ils le savent parce qu'ils ont activé les capteurs optiques, tactiles et thermiques, la résonance magnétique et l'artillerie d'écoute, qu'ils ont mesuré les variations de l'hygromètre, le jeu des trains d'ondes et les infimes turbulences de l'air à l'intersection des murs. Ils le savent parce qu'ils ont au bout des doigts et devant les yeux la fastueuse technologie des chasseurs de furtifs que j'ai mis 1 an et demi à apprivoiser. Cette technologie dont l'usage m'est précisément interdit pour l'examen, de manière à me mettre dans la plus nue des postures, seul dans un cube vide de 6 mètres d'arête, face à face avec le furtif. À 51 ans, Alain Damasio apparaît souvent comme une sorte d'oracle chatoyant. Il est en France le seul écrivain de science-fiction à qui tous les médias tendent leur micro, ravis de se faire expliquer le présent pour déjouer les pièges du futur. Sa bonhomie solaire, volontiers rieuse, contraste avec la fermeté de ses convictions, anticapitaliste et écolo, fervent soutien des ZAD ou des Gilets jaunes. J'ai toujours revendiqué la SF comme un genre majeur, qui connaît aujourd'hui un âge d'or, dit-il, puisque notre vécu technologique est désormais total, quotidien, permanent, en raison de ce petit objet rectangulaire que nous avons en poche du matin au soir, le smartphone, noir miroir d'une humanité sous surveillance. Adolescent, ce fils d'un carrossier et d'une professeure d'anglais rêvait de changer la société. Mais sa timidité l'empêcha de s'engager pleinement dans les cercles militants. Alors, pour exprimer sa rage, ce lecteur compulsif de philosophie, Nietzsche, Foucault, Deleuze, va se brancher avec intensité sur un champ d'expression qu'il ne pratique quasiment jamais dans ses lectures, le roman. Pour sa capacité à actionner, dit-il, du désir, de la joie, de nouveaux affects pour des luttes fertiles. Il en écrira 3 en 20 ans, disponibles au catalogue d'une jeune maison indépendante, La Volte. Il y aura La Zone du dehors en 1999, La Horde du contrevent en 2004 et Les Furtifs en 2019. 3 ambitieux pavés conceptuels au souffle narratif étourdissant. 3 laboratoires du style, riches en néologismes, en jeux de mots ou en allitération. 3 long-sellers qui, complétés par le recueil de nouvelles Aucun souvenir assez solide et toutes les rééditions en poche chez Gallimard, atteignent aujourd'hui un total d'1,2 million de livres vendus. Mais quelle a été la formation de cet artiste qui, pour écrire, doit sempiternellement s'isoler, seul et longtemps, dans les gorges du Verdon, le Vercors, le Cap-Corse, à Groix, Porquerolles ou Ouessant. Qui est donc ce quinquas dans le vent, pour qui la randonnée est aussi importante au sein de son processus créatif que la prose de Mallarmé? Pour le savoir, Bookmakers s'est rendu au domicile d'Alain Damasio, à Marseille, le temps d'une visite furtive, dont voici la première partie, à l'extrême amont de sa mémoire. Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, à Marseille, où vous vivez depuis 13 ans, je crois. Exact. Nous sommes réunis dans votre appartement, au creux d'une tour qui peut rappeler aussi bien les tours panoptiques de la zone du dehors que la tour de Leuze, ce château faible squatté par des anards, des érudits, des artistes authentiques ou autoproclamés, des branleurs ou encore des paysans d'appartements, bref, les résistants de l'altermonde qui peuplent votre nouvelle, les haut-parleurs. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous,
à votre œuvre, à votre univers littéraire? Un seul mot. Je dirais Volt. Parce que c'est vraiment le mouvement et le saut qui te défait d'un système de contraintes, d'un système d'addiction, d'un système de piège dans lequel on est né, dans lequel je suis né, qui est le système néolibéral. Et la Volt, c'est une façon de sortir de ce monde-là qui n'est pas la révolte, justement, qui n'est pas cette réaction arc-boutée à un système qui fait que tu luttes contre pendant des années contre ce système et tu finis par te définir par cette lutte contre. La Volt, c'est le moment où tu fais sauter le ré initial, et moi je le vois vraiment moi aussi comme une note de musique, c'est une tonalité. C'est le même ré que dans Ressentiment, Réactif, etc. C'est toujours ce ré-là qui vient réagir au lieu d'agir. Et la Volt, ça y est, c'est le moment où tu sors, où tu bondis. C'est vraiment le devenir évolutionnaire, la capacité à sauter, à s'élever, à tourner, parce que la Volt, c'est aussi c'est un demi-tour à cheval. Et ça définit même stylistiquement ce que j'essaie de faire, au niveau des phrases, au niveau de la syntaxe, mais sans arrêt de bondir, de bifurquer. Volt, on entend aussi l'électricité. Effectivement, c'est survolté. Quand tu as une homophonie, tu t'as beau faire, l'homophonie vient contaminer le mot, et quand elle est dans le même sens que ce que tu veux porter, c'est encore mieux. Donc électricité, plus bon, voilà. Ouais. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. Waouh. Mais, M-A-I-S, j'ai un vrai problème avec mais. Je me bats sans arrêt. Tu commences à créer ta phrase et au milieu, tu mets un mais pour créer une espèce de système d'opposition, mais très binaire, très monomaniaque, très manichéen. Je me bats beaucoup contre ça, parce qu'à partir du moment où ton système de pensée fonctionne sur ces oppositions-là, c'est relativement pauvre. Et quand j'en suis là, je sais que c'est pas intéressant, c'est pas riche. Et le mais vient très souvent, parce que je pense, en tout cas dans ma constitution mentale, j'ai d'abord besoin, comme je le disais sur la Volt, etc., je suis prisonnier de cette idée qu'on va contrer quelque chose pour aller vers quelque chose de positif. Donc j'en barre énormément des mais. J'en remplace énormément. Alors avec les néanmoins, les pourtant, les bien que, les quoique, les alors que, les encore que, toutes les concessives. Et même parfois, tu fais l'élision purement et simplement. C'est-à-dire que tu mets deux phrases en pendulaire, sachant que la deuxième va s'opposer ou jouer en différence avec la première, mais sans que tu aies marqué le mais pour le dire. C'est parfois plus élégant. Alain Damasio, vous êtes né à Lyon en 1969 sous le nom d'Alain Raymond. Votre père était carrossier. Il a ensuite été ouvrier du bâtiment. Il retapait des appartements. C'était, dites-vous, un manuel, un artisan, doublé d'un entraîneur de football pour enfants. Votre mère, elle, était professeure d'anglais et elle vous parle parfois de Shakespeare, de Faulkner ou du prolifique poète américain E.E. Cummings. Au sein du cocon familial, quelle était justement la place, dans votre enfance, de l'écriture et de la littérature? Quel type de lecteurs étaient vos parents? La place de la littérature, elle était quasi nulle, faut être honnête. Ma mère, elle était agrégée d'anglais, elle était fille de coiffeuse. Ça a été vraiment des études qu'elle a brillamment réussi, mais qui n'étaient pas construites pour ouvrir au monde. Donc j'ai pas eu cette transmission de dire lis Faulkner pour comprendre ça, pour sentir ça. La seule culture qu'avait la famille, c'était la bande dessinée, puisque mon père était un gros lecteur de bande dessinée. Il avait tous les Spirou, les Tintins, les Astérix, les Torgal, les Marsupilami. Pas du tout de bande dessinée pointue, pas du tout de roman graphique comme on voit aujourd'hui, où la BD c'est très intellectualisé. On lisait des choses parfaitement ordinaires, parfaitement populaires. On lisait un peu les Strange aussi à l'époque. J'aimais bien les X-Men. L'homme araignée, c'était Spider-Man, mais on disait l'homme araignée. Iron Man, Daredevil. Même si ça m'a, je pense, assez peu construit, mais j'avais cette espèce de sensibilité du coup au super pouvoir. La seule vraie culture, c'était le football. C'était clairement le foot. Où on suivait vraiment les championnats, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe. Et on vivait dans l'empire du foot, parce que mon frère jouait au foot à bon niveau, et mon père entraînait, voilà. Et puis moi, j'ai joué dans un petit club, puis après j'ai joué dans un club qui était assez réputé au niveau de la région lyonnaise, quoi, qui s'appelait le Cascol. Donc c'était pour moi la chose la plus importante en dehors de l'école, et à équivalence avec l'école, c'était le foot. Vous avez récemment confié aux Inrocks qu'un bon écrivain est un bon dribbleur. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer cette métaphore inspirante et transpirante, et qui, quand on l'a bien en tête, file droit au but? C'est mignon. On a tendance à dérouler une phrase de façon relativement classique.
La plupart du temps, on va faire du sujet-verbe complément, ou on va faire des subordonnés extrêmement attendus, ou on va faire des phrases oppositionnelles, comme je le disais, avec un mais au milieu. Et déjouer ça, être capable de construire une phrase dont le lecteur ne sait pas où elle va, ne peut pas deviner où elle va. Tu arrives face au défenseur, le défenseur ne sait pas si tu vas prendre appui à droite, à gauche, tu as toutes les feintes de corps, tu vas jouer avec le haut de ton buste pour donner l'impression que tu pars à droite alors que tu pars à gauche, même parfois pour faire osciller le défenseur à droite et de gauche pour lui faire ouvrir les jambes et ensuite passer le ballon entre les jambes, c'est ce qu'on appelle le petit pont, pour faire un grand pont, c'est-à-dire faire passer le ballon de côté puis toi contourner le défenseur, etc. Il y a plein de techniques différentes possibles, c'est tout un art. Et donc, quand tu vois une conduite de balle, quand tu vois un joueur comme Léo Messi, que moi j'adore, que je suis toutes les semaines, et que c'est quelqu'un qui m'apprend énormément de choses, rien qu'à le voir jouer, quoi, et qui m'apprend presque à écrire. Quand il reçoit le ballon et qu'il a tout un ensemble de défenseurs face à lui, etc., souvent ils sont 2, 3, il va partir et tu sais absolument pas ce qu'il va faire. Et effectivement, les grands prosateurs sont des dribbleurs. Moi, par exemple, quelqu'un que j'aime énormément en littérature contemporaine, qui s'appelle Léo Henry, qui est un auteur de fantastique, de science-fiction, mais aussi de littérature générale. Léo, il y a cette magie qui fait que quand tu démarres sa phrase, tu sais pas où il va t'amener, tu sais pas sur quel appui il va. Et c'est souvent des très petits appuis, c'est-à-dire que sur les très très bons écrivains, pour moi, les appuis sont très courts, comme chez Léo Messi, quoi. C'est-à-dire il faut pas que tu attendes 10 mots avant que tout d'un coup la phrase prenne une inflexion. C'est souvent au bout du 2e ou 3e appui que déjà ça tourne, quoi. Et sur les très très grands comme Mallarmé quand il écrit en prose, ou comme Novarina, les changements d'appui ont lieu quasiment à chaque mot, quoi. C'est génial d'analyser ça. C'est quand tu lis de l'Amélie Nothomb ou du Marc Lévy ou des littératures qui, pour moi, sont extrêmement faciles à écrire. J'entame à peine le début de la phrase que je peux presque inventer la fin. Je sais exactement comment la phrase va tourner, surtout sur Amélie Nothomb. Généralement, la phrase est toujours découpée en 2 morceaux, sur des phrases de 10 mots, quoi, où tu as un tout petit morceau d'entame, ensuite bifurcation sur la principale, et c'est terminé. Donc tu as un système d'inflexion où tu n'as qu'un angle. Peut-être que son histoire est intéressante, peut-être que ce qu'elle raconte est riche, j'en sais rien, je peux pas juger, j'ai pas lu le livre. Mais par contre, je peux dire que stylistiquement, il se passe strictement rien. Elle a pas réussi à dribbler votre attention. Elle dribble rien du tout. Si elle était joueuse de foot, c'est un mauvais défenseur central qui, dès qu'il tente de dribbler, se fait piquer le ballon parce qu'on devine parfaitement ce qu'il va faire. Alain, est-ce que vous avez un exemple de phrase extrêmement bien dribblée qu'on pourrait piocher dans votre bibliothèque ? À côté d'ombre opaque, ténèbres se foncent peu. Quelle déception, devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, là, clairs. Le souhait d'un terme de splendeur brillant, ou qu'il s'éteigne, inverse. Stéphane Mallarmé, Crise de vers, tiré du recueil Divagation. Si tu es capable de deviner le mot suivant quand tu lis ça, pour dire simplement le mot ombre est opaque, ok, ça va bien, ça correspond, il y a une espèce d'homogénéité entre la syllabe extrêmement sombre justement qui est le on, et que donc ombre est un mot opaque et tout va bien, mais que ténèbres est très lumineux, au contraire est très clair. Regarde comme il te l'exprime. À côté d'ombre, virgule, opaque, virgule, ténèbres se foncent peu. Jour est sombre, parce que le ou est en fond de gorge et il est très sombre, alors que nuit, avec le u et le i et le hiatus, c'est très clair. Pour dire que c'est bizarre, c'est l'inverse. Regarde comme il exprime, il fait « Quelle déception devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, là, clairs. » C'est génial, ça c'est un vrai dribble. Ça c'est du Messi. Alain Damasio, vous étiez un enfant très joueur, footeux, milieu défensif, tendance Rottweiler qui tacle pour récupérer les ballons. Vous dites d'ailleurs que cette pratique assidue du football vous a appris le sens de l'épreuve et du jugement final, qui apparaîtra très souvent dans vos livres par la suite. J'ai compris que ma structure préférentielle de scène dans mes livres, qui donne ce côté épique à beaucoup de mes romans, venait de la structure mentale de l'épreuve. Début de la zone du dehors, ça démarre par une épreuve, il faut passer la ligne du dehors, aller dans la zone du dehors. Tu regardes les furtifs, ça démarre par l'épreuve du cube. Tu regardes la horde, ça démarre par l'épreuve d'un furement qui est le vent le plus difficile à affronter. Et les 3 livres démarrent finalement sur des structures d'épreuves, ce qui n'était pas conscientisé dans ma tête.
Lorca, je te rappelle les règles. Cette épreuve du cube achève ta formation. Tu t'es entraîné avec des fouines et des mangoustes, avec des robots ultra rapides, des simulacres et des artefacts de furtifs. Mais rien ne remplace la traque d'un original. Et j'essaye maintenant un peu de me défaire de ce système-là, mais ça marche extrêmement bien narrativement, puisque tu mets ton héros ou tes héros dans une structure antagoniste forte qu'ils vont devoir dépasser, donc c'est très empuissantant aussi pour le lecteur. Donc voilà, et cette structure, elle vient clairement du foot. Moi, chaque match était une épreuve, parce que mon père donc était entraîneur, et mon père était surtout un juge, quoi, était un jugeur même. C'est-à-dire que chaque fois qu'il venait vous voir dans un match, j'allais avoir le débrief, avec 3 quarts d'aspect négatif, 1 quart positif. Mais ce quart positif étant extrêmement important, j'ai compris après. C'est-à-dire que tu peux être très dur avec les gens si tu laisses quand même une ouverture sur le positif. Si j'avais fait un bon match, il me disait, t'as fait un bon match, ça arrivait, quoi. C'était rare que je faisais très bon match, mais il allait me le dire. Donc je pouvais m'accrocher à ça. Ou dans un match, si j'avais été très mauvais, par exemple, au niveau de la récupération du ballon, ou que tous les tirs au but que j'avais fait étaient complètement foireux, il allait me le dire. Donc cette structure de l'épreuve, elle a été fondamentale. Je pense qu'elle a été fondamentale aussi pour l'autonomie que j'ai eue à m'auto-construire comme écrivain. Je connaissais personne dans le milieu littéraire, je me suis fait vraiment absolument tout seul. Et j'ai battu, c'est intéressant, hein. J'ai bâti mes propres méthodes, et j'ai battu mes propres méthodes aussi, quoi. Je pouvais réussir que par la niaque, je pouvais réussir que par le combat. Et ça, c'est resté, ouais. Vous grandissez à Lyon, en centre-ville ? Non, pas du tout. Je suis en banlieue lyonnaise, en fait. Je suis à 10 km de Lyon, à Saint-Genis-Laval, dans une maison très chouette, mais banlieue pavillonnaire. Je crois qu'il y a un lieu important dans cet endroit, qui est le terrain d'à côté, avec les ronces, les lianes. Donc, mes parents avaient acheté une maison, qu'ils ont pas mal retapée, et à côté, il y avait ce terrain qui était un terrain vierge. Et c'était génial, parce que c'était une jungle, quoi. Il y avait effectivement des lianes, il y avait les cerisiers qui donnaient beaucoup de cerises. Il y avait des tunnels comme ça de ronces, Et ça définissait une sorte d'espace de jeu assez génial où j'allais souvent, et parfois avec des potes, parfois avec mon frère, mais parfois seul aussi, où je bâtissais un peu mes combats, mon imaginaire. Je prenais des bâtons, je me battais contre les ronces, je faisais beaucoup de choses là. Donc c'était le terrain d'à côté, on appelait ça le terrain d'à côté. Et après, quand j'ai écrit la zone du dehors, ma mère m'a dit, mais c'est marrant, la zone du dehors, c'est le terrain d'à côté, quoi, en fait. Et je l'avais pas du tout perçu comme ça. Donc c'est vrai que c'est des structures imaginaires, certainement, c'est-à-dire qu'il y avait un grillage. Et quand je passais ce grillage, j'avais ni mon père, ni ma mère, ni personne qui m'emmerdait, évidemment. Il y avait une zone qui ressemblait à une savane, un peu, parce que c'était de l'herbe haute et sèche, vers les cerisiers, où tu avais vraiment un tunnel de ronces. Et quand tu rentrais, ça faisait un peu l'impression que tu as dans Star Wars, quand il avance dans ce tunnel, qu'il va se rencontrer lui-même pour se battre. Et je jouais vraiment en toute liberté, et je me régalais, quoi. Quel genre d'élève étiez-vous ? J'étais un bon élève qui bossait, qui était doué, mais pas surdoué. Voilà, j'avais besoin de travailler. J'étais plutôt sage en classe, même si j'aimais bien bavarder un peu quand même. J'aimais bien faire des blagues. Donc j'étais, assez normal, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de vos tout premiers écrits, avant ou après l'adolescence ? Est-ce que je peux imaginer que c'était déjà de la science-fiction ? Non, pas du tout, c'était de la poésie. Adolescent, c'était pas du tout un réflexe d'écrire. Mais ça a été un poème amoureux, voilà. C'était amoureuse d'une jeune fille allemande quand j'avais fait un échange à Francfort. Et j'avais écrit mon premier poème. Une journée sans Andrea, c'est comme une journée sans soleil. C'est gris, c'est triste, couleur de vieille. Ça désespère, ça dépareille. Et j'aimais bien couleur de vieille. Alors que bon, dire gris, couleur de vieille, c'est vraiment... Mais à l'époque, je trouvais ça... je sais pas, classe. Donc j'avais ça. Et après, j'avais écrit un texte, je pense à 16 ans, 15-16 ans, après avoir lu Le Rouge et le Noir. Je me positionnais comme Julien Sorel, comme une victime de la condamnation des filles. C'était un texte qui faisait 2 pages, tu vois, vraiment, qui était inspiré de ça. J'étais pas du tout dans la vocation d'écrire, j'étais pas du tout dans l'idée d'écrire, j'étais pas du tout ni impressionné, ni attiré par les écrivains, ça ne m'intéressait pas, je lisais pas de romans, j'étais pas dans l'univers littéraire. Personne autour de moi n'était dans l'univers littéraire, j'avais pas du tout de modèle, enfin, j'avais absolument strictement aucune vocation à devenir écrivain. Vous devez à 2 professeurs de philosophie et une professeure de français vos premières émotions intenses face à des textes. De quel texte s'agissait-il ? Bon, Le Rouge et le Noir, c'est un texte qui m'a marqué. J'étais très intéressé, très touché par l'histoire d'amour et par le personnage de Julien Sorel, son côté franc-tireur.
Et après, c'est Les Séquestrés d'Altona, de Sartre, pièce très peu connue de Sartre. Et avec cette histoire des Allemands, ils restent en fait enfermés chez eux en pensant que la guerre s'est passée différemment. Et il y avait ce texte que j'avais lu devant les autres élèves et que je connaissais par cœur à l'époque. « Siècle, voici mon siècle, solitaire et difforme. L'accusé. Mon client s'étrangle de ses propres mains. Ce que vous prenez pour une lymphe blanche, c'est du sang. L'accusé meurt de faim, mais je vous dirai le secret de cette perforation multiple. » Un truc comme ça. Il met en scène justement l'accusation de son siècle, les guerres, etc. C'est là que tu mesures ce que ça a été, l'ampleur et l'incroyable dureté de ce qu'ont dû vivre ceux qui sont nés dans ces années, qui ont eu la Première Guerre, l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale. Déjà des textes un peu politiques. Après, il y avait L'Homme révolté de Camus aussi, que j'ai lu tôt. Qu'est-ce qui déclenche chez vous celui-ci ? Une position éthique de vie. Comment tu assumes d'être face à ce qu'il, lui, il appelait l'absurdité, face à l'état de ta société, et comment tu dois et tu peux te révolter face à ce monde-là, que c'est même un devoir de le faire. Ça a été, marquant. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Quel est le contenu de ce non ? Il signifie par exemple « jusque-là oui », « au-delà non ». L'existence d'une frontière. Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître. Le voilà qui fait face. Avec la perte de la patience, avec l'impatience, commence au contraire un mouvement qui peut s'étendre à tout ce qui auparavant était accepté. C'était lent et presque toujours rétroactif. L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. Tout ou rien, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. À la source de la révolte, il y a un principe d'activité surabondante et d'énergie. Je me révolte, donc nous sommes. La pensée révoltée est une tension perpétuelle. Albert Camus, L'Homme révolté. Alain Damasio, votre père a bien jeté des pavés en 68, mais plus pour le plaisir de latter les flics qu'autre chose. Pourtant, à 15 ans, lorsqu'on vous posait la question de savoir ce que vous comptiez faire de votre vie, vous répondiez, sans bien savoir pourquoi, changer la société. D'où vous est venu alors ce désir, cette intuition, cette sensibilité ? Mais j'en sais absolument rien. Parce que beaucoup de gens qui sont militants ont des parents militants. Ma femme, par exemple, qui est très militante, très clairement, ses deux parents sont militants. Elle est l'héritière de ce positionnement de gauche face au monde, de cette volonté de transformation, etc. Moi, j'avais pas ça. Mon père était critique de la société, comme beaucoup de gens, mais il ne militait nulle part. Ma mère ne militait nulle part. Ma mère était beaucoup plus neutre de toute façon et a jamais été politisée. Ça lui a toujours paru aberrant de se balader avec des banderoles, les slogans, toutes ces espèces de... Pour elle, c'est du folklore syndical. Elle ne comprenait pas l'intérêt. Elle comprend, je pense, toujours pas l'intérêt. Donc, je sais pas. Après, tu peux te dire, oui, c'est une construction de colère, c'est une construction de mal-être par rapport à ma situation d'adolescent, qui est une période que j'ai trouvée très difficile, quoi. Mes parents divorcent à 13 ans. Quand je rentre en 4e, l'épreuve permanente du foot, l'école, la séparation de mes parents, le fait de vivre chez l'un, puis chez l'autre, chez l'un, chez l'autre, de changer toutes les semaines d'endroit, et puis après le manque affectif que j'ai beaucoup vécu, le fait que j'étais souvent amoureux et puis que ça marchait jamais. Voilà, dur, on va dire dur au sens quand tu dis qu'une table est dure. Donc peut-être que cette situation d'incomplétude, de frustration a dérivé politiquement. Après un bac scientifique, vous enchaînez avec une classe préparatoire HEC, mais vous refusez d'intégrer l'école des hautes études commerciales par détestation des élites. Mais bon, vous rejoignez quand même l'ESSEC, à cause d'une fille dont vous êtes amoureux, une autre prestigieuse école de commerce constellée de filles et de fils d'eux qui, ce n'est pas anodin, savent tous danser le rock, alors que vous, non. Sur place, on vous annonce que vous faites partie des managers du futur. L'expression est intéressante. Beaucoup plus tard, vous déclarerez «
J'aurais dû éprouver un sentiment de liberté, je pouvais exercer tous les métiers, être très bien payé, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Pendant ces 3 ans à l'ESSEC, vous vous sentez mal à l'aise, opprimé, de façon très bizarre, comme si une espèce de cocon gluant vous empêchait de vous libérer. Moi, j'avais fait la classe prépa parce que je cherchais simplement un lieu où mes dons, à la fois en maths, à la fois en littérature, à la fois en philo, à la fois en langue, à la fois en histoire géo, c'est-à-dire ce côté assez polyvalent que j'avais, pouvait s'exprimer. Donc c'était plutôt un accroissement méritocratique, républicain, classique, et cette volonté, encore une fois, de s'améliorer, hériter du foot, en essayant de monter le plus haut possible dans l'excellence intellectuelle. Et je regrette pas du tout la classe préparatoire, je trouve que c'est un entraînement intellectuel de haut niveau qui, moi, m'a beaucoup apporté, qui m'a servi toute ma vie. Et encore aujourd'hui, les méthodes de travail, les capacités de synthèse, d'analyse que ça te donne, elles sont précieuses. Elles m'aident à écrire, elles m'aident à penser ce monde, elles m'aident à lutter contre ce monde, etc. Donc je salue énormément la classe préparatoire, tout autant que je vomis ce qu'on fait des gens qu'on a ainsi formés une fois qu'ils rentrent dans les écoles de commerce. C'est-à-dire on en fait de la merde, on en fait des managers, on en fait des chefs de produits, vendeurs de moutarde. Donc on utilise cette intelligence sélectionnée préalablement dans le champ social pour mettre en place des gens qui vont faire des boulots de merde, j'ai envie de dire socialement, parce que c'est des boulots qui consistent à pourrir la vie des gens et à extraire le jus d'un grand nombre de salariés pour maximiser le profit des entreprises, donc qui salit, pollue, contraint, dégrade la vie de milliers de personnes, et tout ça pour simplement maximiser le profit d'actionnaires qui eux-mêmes ne font strictement rien à part prêter un argent qu'ils ont déjà. C'est les pourritures et les pourrisseurs de ce monde. Ce malaise existentiel, est-ce que vous l'avez couché par écrit à l'époque via des textes personnels ou des lettres à des amis ? Je l'ai dit évidemment, puisque j'étais déjà politisé, j'ouvrais beaucoup ma gueule, mais je ne l'ai pas écrit. Il a fallu vraiment très tard pour que je démarre l'écriture. Je pense que c'est à 21 ans que je commence vraiment à écrire. Donc ça devait être la dernière année de l'ESSEC où j'ai commencé un peu à écrire des nouvelles de SF. J'écris une dizaine de nouvelles avant La Zone du Dehors, des nouvelles que j'ai relues et qui pour moi sont vraiment pas au niveau, donc qu'on n'a jamais édité. Ces nouvelles-là, quels en étaient les contours ou les sujets, très brièvement ? Des suicides, beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup de nouvelles qui finissaient par les suicides, parce que je savais pas comment finir les nouvelles, donc les gens se suicidaient. Beaucoup de nouvelles de métamorphose. La meilleure de toutes ces nouvelles, elle s'appelle Sang et eau. C'est un homme qui se transforme en cerisier. Il finit par se planter dans son jardin et devenir un cerisier, quoi. Il y en a un, il se réveille, et là, c'est l'influence, je pense, de la métamorphose de Kafka, mais il est transformé en réveil matin. Il s'appelle Réveil Martin. Moi, des fois, il y a des gens qui sont jeunes qui me donnent des textes à lire. Ça les encourage, donc moi, j'essaie d'être le plus positif possible. Est-ce qu'on peut deviner, en lisant un texte de quelqu'un qui a 20 ans, ce qu'il va devenir comme écrivain ou pas ? Et du coup, j'ai relu ces nouvelles avec cet axe-là. Et en toute objectivité, vraiment, quand tu relis, tu fais... Franchement, c'est impossible de savoir que ce type-là va écrire La Zone du Dehors, ou La Horde, ou Les Furtifs. Il n'y a aucun ferment, il n'y a aucun... Moi, tout ce que je lis, c'est bien meilleur que ce que j'écrivais moi au même âge. Tu vois, je leur dis aux gens qui me font lire leurs trucs, ont 20, 25 ans, machin, je leur dis, mais vous êtes 10 fois meilleurs que je l'étais au même âge. Et au même moment, et ça je me rappelle très bien, à l'ESSEC, donc je crois que c'est la 3e année, je me mets à lire Nietzsche et la philosophie de Gilles Deleuze, qui est pour moi le vrai basculement de ma vie. Enfin, je pense que c'est le livre qui a le plus profondément changé mon existence. L'histoire nous met en présence du plus étrange phénomène. Les forces réactives triomphent. La négation l'emporte dans la volonté de puissance. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de l'homme, mais de l'histoire de la vie et de celle de la Terre, au moins sur sa face habitée par l'homme. Partout, nous voyons le triomphe du non sur le oui, de la réaction sur l'action. Même la vie devient adaptative et régulatrice, se réduit à ses formes secondaires. Nous ne comprenons même plus ce que signifie agir. Même les forces de la Terre s'épuisent sur cette face désolée. C'est l'immense claque. Je me souviens même revenir à l'appartement où je m'arrêtais sur les marches de l'escalier avant de rentrer dans l'appart pour finir des passages, tellement c'était
pour moi vital ce que j'étais en train de lire. Cette victoire commune des forces réactives et de la volonté de nier, Nietzsche l'appelle nihilisme ou triomphe des esclaves. Nos maîtres sont des esclaves qui triomphent dans un devenir esclave universel, l'homme domestiqué, le bouffon. Nietzsche décrit les États modernes comme des fourmilières, où les chefs et les puissants l'emportent par leur bassesse, par la contagion de cette bassesse et de cette bouffonnerie. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie. C'est un livre qui m'a dépollué. Parce que c'est le livre qui met en place la distinction entre les forces actives et les forces réactives. Thème fondamental chez Nietzsche que Deleuze te fait ressortir, où il t'explique que l'histoire humaine est l'histoire des forces réactives depuis au moins 2000 ans, et que ces forces réactives, c'est le ressentiment, la mauvaise conscience, l'idéal ascétique, la rancœur, la jalousie, Et il t'explique comment ces affects opèrent, comment ces affects deviennent dominants, comment ces affects confrontés aux forces actives finissent par les retourner contre elles-mêmes, comment tu introjectes ces forces actives contre toi-même et que tu développes ces forces réactives. Et une fois que tu as compris ça, tu acquiers une espèce de sensibilité dans tes rapports humains, psychologiques, sociaux, politiques et intellectuels, dans tout ce que tu lis, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu entends, tu arrives à faire cette dissociation, tu arrives à sentir si les gens sont du côté de la vie, des forces actives, du côté de la double affirmation, ou si ils sont du côté de la double négation. Pour te prendre un exemple extrêmement simple, on a dans les milieux militants, on est saturé de ce type d'affects réactifs. Et pourtant, on a besoin à certains moments de ces affects réactifs, au moins pour générer de la colère, au moins pour se battre. Sinon, tu ne fais qu'accepter l'état des lieux. Les gens te disent « je suis antiraciste, je suis antisexiste ». Tu as besoin de deux négations pour faire une affirmation. Tu as besoin de dire « quelqu'un est sexiste », première négation. Eh ben moi, je suis antisexiste, donc je nie la négation de l'autre pour affirmer quoi ? Pour affirmer en fait que tu es fluide de genre, on pourrait le dire comme ça. Alors pourquoi tu dis pas « je suis fluide » ? Pourquoi tu as besoin de dire « je suis antisexiste » ou pire, « je suis non-binaire » ? Moi, je dis des copains, des copines qui me disent « je suis non-binaire ». Mais pourquoi tu as besoin de deux négations pour faire une affirmation ? Dis-moi que tu peux aller avec un homme, avec une femme, avec un trans, avec un queer, avec ce que tu veux. Et là, tu vas me donner envie. Là, tu vas susciter un désir. Là, tu vas ouvrir un espace qui est intéressant, qui va donner envie aux gens d'y aller. C'est pareil sur l'antiracisme. Tu dis, voilà, toi, t'es raciste, moi, je suis antiraciste. Ben non, t'es juste ouvert, quoi. T'es multiculturel, t'es métissé, t'es métissant, t'es un tisseur, t'es un tisserand. Enfin, voilà, ce bouquin, en tout cas, il m'a changé profondément et il reste aujourd'hui extrêmement opératoire dans tout ce que je fais. Et le monde qu'on a produit par le digital est un monde qui, encore une fois, surmultiplie les systèmes de réactivité au détriment des systèmes d'activité. Notamment les réseaux sociaux qui favorisent de façon démentielle les forces réactives par rapport à... Le ressentiment, la jalousie. Ouais, bien sûr, la mauvaise conscience, etc. Agir, voilà, c'est susciter quelque chose qui vient de toi, l'émergence de quelque chose de profondément intime, de profondément fort, de profondément utile, de profondément vital pour toi et que tu sors. C'est ça, créer. C'est pour ça que je fais très peu de livres aussi. C'est que ce moment où, actif en moi, où je sens un livre monter et qu'il faut que je porte, ça me met des années et ça vient pas du tout le temps. Je comprends pas, moi, les gens qui font un livre par an, honnêtement. Mais Vous remarquez aussi que pour Nietzsche, l'audition est le sens de la vigilance au niveau animal qui permet de percevoir et d'anticiper le danger. Il se trouve que vous ne vous voyez pas, justement, comme un écrivain très visuel. Dans vos bouquins, il y a de nombreuses sensations de poids, de chaleur, de masse, de fatigue, d'énergie, de très nombreuses sensations auditives, mais vous décrivez très peu visuellement les choses ou les personnages. Votre sens numéro 1, c'est l'oreille. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à corriger au fil des années ? Absolument pas. Non, je cherche à intensifier cette faculté. Le contexte qui est le nôtre, c'est un contexte de surdomination, d'hyperdomination du visuel. Producteur d'images absolument délirantes. L'Occident est un producteur de visages, en particulier. Un Facebook, vous voulez dire ? Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'on est une société qui produit énormément du visage, qui montre avoir énormément du visage, qui vend à partir du visage, et en particulier le visage de jeune fille. Ça, c'est le comité invisible, mais le premier matériau pour une théorie de la jeune fille, qui est un texte génial, où il te dit que la jeune fille est le première de toutes les marchandises, celle qui fait vendre toutes les autres.
et ça reste parfaitement vrai. Donc quand tu vis dans un monde comme celui-là, où tu vois énormément de photos de paysages, de photos d'êtres humains, de photos de villes, etc., ton cerveau est parfaitement café et rempli de ces images. Ce qui fait que pour les solliciter dans l'écriture, tu as besoin d'extrêmement peu de choses. Donc il faut être extrêmement économe pour moi aujourd'hui dans les descriptions visuelles parce que l'imaginaire va fonctionner extrêmement rapidement, extrêmement efficacement avec très peu d'informations. Donc pourquoi perdre du temps à décrire alors qu'avec 2-3 éléments, 2-3 petites touches impressionnistes, tu permets au lecteur de former le visage du personnage, de former le visage de la petite fille, de former l'image de ce qu'est la ville, de ce qu'est le square, de ce qu'est le parc, de ce qu'est la lande, etc. C'était évidemment absolument pas le cas quand Balzac écrivait. Donc, quand Balzac écrit, il va décrire la forme du menton, la forme des yeux, les orbites, la saillance des joues, etc. Il va être le plus précis possible pour que tu puisses former le visage qu'il est en train de vouloir te transmettre. C'est plus obligatoire du tout aujourd'hui et c'est même stupide pour moi de faire ça. Par contre, l'imaginaire auditif, même si on a de plus en plus de podcasts, etc., l'éducation, honnêtement, à l'audition, elle est relativement faible. Et donc, en passant par l'auditif, tu actionnes, je trouve, un imaginaire beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus compliqué à mettre en place. Tu agites une cognition, en tout cas, qui est pour moi plus intéressante. Et donc, j'ai beaucoup plus envie de travailler là-dessus. Avec, en plus, il y a une espèce d'affinité extrêmement forte entre les mots et les sons. Les mots sont construits sur des phonèmes, évidemment, quoi. Donc, les atomes élémentaires de l'écriture restent des phonèmes, c'est-à-dire des sons élémentaires. Et que ces sons élémentaires, si tu sais bien les rythmer, si tu sais bien jouer sur les systèmes d'assonance, d'allitération, de multissonance, si tu sais syntaxiquement cadencer tes phrases, c'est beaucoup plus organique d'utiliser le vecteur sonore pour écrire que d'utiliser le vecteur visuel. Le sens le plus décisif dans l'écriture, c'est l'oreille. Pendant ces années de formation, vous prenez un pli qui est toujours actif aujourd'hui. Vous lisez très peu de romans. Oh ouais, je continue à lire très peu de romans. Bon, des fois, j'ose pas le dire, mais les soirées cauchemars, pour moi, c'est les soirées libraires. Voilà. Les soirées libraires, c'est horrible parce qu'ils parlent d'infiniment de bouquins qu'ils ont lus, ils comparent les livres, ils discutent de pourquoi ça les a touchés, etc. Moi, ça me passe complètement au-dessus parce que c'est des livres de toute façon que j'ai pas lus. Parce que ça me sert à rien, en fait, sur ce qui est de plus vital dans ce que je veux faire. Voilà. Ce qui m'est vital, c'est le réel, c'est les relations avec les gens, c'est de comprendre cette société, c'est de la sentir, c'est de partager des choses avec le vivant, avec la nature. Et ce qui est vital, c'est de lire la philosophie. C'est de lire des textes qui sont très denses d'un point de vue intellectuel et qui contiennent énormément d'idées, et donc énormément de pistes, énormément d'ouvertures possibles. Et donc, sur un livre de philo de 200 pages, tu vas acquérir beaucoup plus de choses, pour moi, utiles, en tout cas dans la construction de mes livres, que si je lis des romans de 500 pages, quoi. Quand je lis des romans, c'est souvent parce que je vais chercher stylistiquement certaines choses. C'est rare que je finisse les romans aussi. C'est-à-dire, je lis 100 pages, 150 pages. Je m'en fous de l'histoire. Moi, je suis l'inverse du gars qui a peur d'être spoilé. Moi, je demande qu'on me raconte tout le bouquin. Je trouve que c'est une régression infantilisante extraordinaire, cette histoire de spoiler, comme si un livre se résumait à sa narration, comme si le fait de connaître la narration ou l'histoire t'enlevait le plaisir de lire. C'est une aberration, quoi. Un grand livre, tu peux savoir parfaitement l'histoire et prendre un plaisir immense à le lire quand même, comme un grand film. Vous en avez lu quand même 30 ou 40, je crois. Parfois, c'est des nouvelles qui m'ont aidé. Lesquelles ? Un recueil de nouvelles que je trouve extraordinaire, c'est Léo Henry et Jacques Moukieli, qui est malheureusement mort, mais qui s'appelle Yamaloka Terminus. C'est le tome 1. Ce recueil de 21 nouvelles et qui tente beaucoup de techniques narratives différentes. Et notamment des techniques narratives à triple colonne. Par exemple, il raconte une histoire avec un agent secret où tu as 3 colonnes dans la page. Tu as une colonne de dialogue, tu as une colonne qui est la narration intérieure de l'agent secret, et tu as une colonne qui est la surveillance dont fait l'objet cet agent secret. Tu sais pas si tu dois lire une colonne d'abord, et puis ensuite passer la page et lire l'autre colonne, ou si tu dois lire en même temps. C'est des lignes temporelles qui fonctionnent en simultané. Ouais. Par exemple, ça, c'est une vraie idée pour moi, narrative très forte, très, très originale, très nouvelle. J'ai vu réutiliser dans un recueil qui s'appelle Demain la santé, là, par Elio Possos, qui reprend aussi cette idée avec 5 colonnes ce coup-là. Ça, voilà, c'est des choses qui ont pu m'influencer. Parfois, c'est des scènes spécifiques. C'est, tu vois, si je prends Ubik de Cadic, que j'ai lu très tardivement, tu vois, sur des chefs-d'œuvre comme ça, c'est intéressant de voir, par exemple, comment, sur des univers virtuels qu'il met en place, il arrive à les ancrer sensoriellement extrêmement fort. C'est-à-dire que plus l'univers est virtuel, plus l'ancrage sensoriel est puissant. Après, sur la narration stricto sensu, c'est-à-dire la façon de raconter l'histoire,
Honnêtement, j'ai plus appris en scénarisation, j'ai plus appris par les films, j'ai plus appris par les séries télé, et j'ai plus appris par mon travail de scénariste qu'en lisant des romans. Parce que c'est là que t'es vraiment sur l'architecture narrative, vraiment sur le storytelling, stricto sensu. À cette époque-là, avant l'écriture, je crois que vous montez un petit cabinet d'études pour aider des entreprises à se créer. Vous vous investissez, et je suis soudain désolé d'avoir choisi ce verbe pour exprimer la noblesse de ce qui va suivre, dans l'entraide scolaire en banlieue pour Amnesty International. Vous militez aussi au sein du Parti humaniste, un mouvement altermondialiste, mais ai-je lu, à cause de votre timidité, vous ne parvenez pas à entrer dans des groupes militants. C'est ça ? Ça a été, je pense, un gros système de frustration. Là aussi, une grosse incapacité à trouver un point de débouché à mes idées politiques, en tout cas à mes sensations politiques. Parce que je pense que c'était plus à l'époque encore des sensations politiques. J'avais pas de culture politique. Mais comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je pense. Et du coup, je voyais pas de débouché. Et le débouché, ça a été d'écrire, en fait. Et c'est dans l'écriture que j'ai pu lâcher les chevaux, que j'ai pu lâcher toute cette énergie, cette puissance, cette colère que j'avais. Et si j'avais pas été timide, j'aurais pas écrit. Je pense que j'aurais fait autre chose. Peut-être j'aurais fait de la scène, peut-être j'aurais fait de la politique, j'aurais peut-être fait, tout à fait autre chose. Peut-être vous seriez aujourd'hui le secrétaire général du Parti communiste. Mais ouais, c'est ma grosse déception, quoi. Un sentiment prendra vite le dessus, vous avez la rage. Et cette prise de conscience viendra avec la lecture avide d'ouvrages de philosophie. Vous découvrez Gilles Deleuze via un petit texte de 1990 qui vous fait l'effet d'une révolution intérieure, le post-scriptum sur les sociétés de contrôle. 5 pages, publiées à la fin d'une réédition de son ouvrage sur Michel Foucault, 5 pages qui changent votre vie. Dans ce texte, le philosophe français écrit à la suite de Foucault « L'individu ne cesse de passer d'un milieu d'enfermement à un autre, chacun ayant ses lois. D'abord la famille, puis l'école, puis la caserne, puis l'usine, de temps en temps l'hôpital, éventuellement la prison. Mais ces milieux clos sont tous en crise, ces institutions sont finies, il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens jusqu'à l'installation, écrit encore Deleuze, de nouvelles forces qui frappent à la porte, ce sont les sociétés de contrôle face auxquelles le philosophe conseille de chercher de nouvelles armes. Quand je tombe sur le post-scriptum, société de contrôle, j'ai déjà une sensibilisation à Deleuze et à Foucault qui commence à être forte, mais c'est vraiment la touche qui effectivement éclaire tout. Ce très court texte éclaire beaucoup de choses. Quand tu as des déclics dans ta vie, c'est parce que tu es sur une phase de recherche plus ou moins consciente. Quand le texte arrive, il ouvre une fenêtre dans un mur que tu n'aurais pas pu imaginer. Et à travers cette fenêtre, tu vois un horizon et tout d'un coup, tu sautes à travers la fenêtre et tu te mets à courir vers l'horizon qu'on vient de t'indiquer. Le post-scriptum, pourquoi il est décisif ? Parce qu'à ce moment-là, a monté en moi une colère intense liée à ce que je vis à l'ESSEC, liée au choc de reproduction sociale de Bourdieu. C'est déjà le côté scandaleux que ça a d'être qu'avec des gens qui appartiennent déjà au milieu qui vont reproduire. Et que toi, tu viens d'un milieu qui n'est pas celui-là, et tu fais partie des 3-4% qui viennent de ce milieu-là et qui sont hétérogènes. Vraiment, tu es comme de la flotte dans de l'huile. Tu te mélanges pas, tu te mélanges, mais tu mélanges en touillant énormément et ça donne un truc, une émulsion qui est foireuse. Ces gens-là sont dotés d'une culture qu'ils ont depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, 6 ans, des fois. C'est-à-dire que quand ils passent l'oral à HEC, où c'est absolument impossible d'assimiler tout ce que tu dois assimiler pour l'oral, eux l'ont déjà assimilé depuis bien longtemps. Et toi, avec ton ta approche méritocratique républicaine, tu te rends compte que t'es complètement handicapé. T'as pas lu du Giraudoux, t'as pas lu l'Iliade et l'Odyssée, comme eux, ils l'ont lu déjà depuis longtemps, etc. Il faut tout rattraper ça en 1 mois ou 2 mois avant les oraux, et tu peux pas rattraper ça. Donc il y a une injustice aussi dans l'accumulation culturelle que tu ne peux vivre qu'au moment où tu passes ces concours. Donc j'accumule une colère, je charge vraiment comme une batterie, j'accumule énormément de tension, quoi. Et cette tension, elle s'exerce à ce moment-là sur les choses les plus évidentes qui sont héritées de la culture gauchiste, qui sont les flics, c'est des salauds, l'armée, c'est des enculés, les médias sont pourris et l'État, c'est dangereux. Tu vois, voilà, en gros, t'as les 4 gros blocs que tu dois normalement aller attaquer à la masse et qui sont les ferments du régime disciplinaire dans lequel tu crois être inséré parce que tu crois encore dépendre. Et c'est là que la gauche avait déjà beaucoup de retard et que les syndicats avaient déjà beaucoup de retard. C'est qu'ils se battaient contre l'usine, ils se battaient contre l'hôpital, ils se battaient contre l'école, ils se battaient contre les structures d'enfermement classiques héritées du disciplinaire, sans comprendre qu'on était vraiment en train de passer dans tout à fait autre chose et que
la pointe du combat devait se porter sur cette autre chose, qui était le régime de contrôle que Deleuze décrit parfaitement à la suite de Foucault. Et ça, quand tout d'un coup, quelqu'un arrive et t'ouvre la porte et te dit « Regarde, ce contre quoi tu croyais devoir te battre, c'est un faux ennemi. C'est pas l'ennemi qui vient, c'est pas les forces qui frappent à la porte, comme dit Deleuze, et il reprend l'expression de Kafka. Qui frappe à la porte, c'est un régime sournois, c'est un régime insidieux, c'est un régime beaucoup plus souple, c'est un régime qui va t'envelopper, c'est un régime qui module et non pas qui moule, c'est un régime qui ne fonctionne pas hiérarchiquement mais horizontalement, qui fonctionne par réseau, c'est un régime du contrôle continu et pas de l'examen. Et le texte, il reste extraordinaire, même en le relisant aujourd'hui, c'est incroyable la densité en fait d'idées qu'il arrive à faire passer et la précision de ses idées par rapport à ce qui va être produit, alors que le numérique est même pas encore arrivé. Il n'y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise, entre parenthèses, colis électronique. Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique, individuelle, qui faisait lever telle ou telle barrière. Mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour ou entre telles heures. Ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle. Je connais par cœur celui-là. C'est du Deleuze et on dirait du Damasio. C'est une idée que j'ai redéveloppée, redéployée. Dans la zone dehors, tu as ces moments où tu peux aller au supermarché à telle heure, pas à telle autre heure, etc., selon ton classement. Et dans les furtifs, c'est carrément toute la ville qui est compartimentée et quadrillée en fonction de ton statut, qui te donne le droit d'aller dans telle rue, tel square. Tu lis de la philo parce que si tu comprends le concept fondamental qu'il y a derrière telle ou telle évolution sociale, tu peux deviner un très grand nombre de choses qui vont en dépendre. Tu peux deviner que le pass sanitaire va devenir... on l'avait utilisé même dans un jeu vidéo, Remember Me, on avait mis ce pass sanitaire. C'était ton degré de santé qui te permettait de passer à tel ou tel endroit de la ville. Citoyens, en vertu de la charte sanitaire de Néo-Paris, l'accès aux rues des quais vous est interdit. Mais je rends juste visite à ma mère. C'est qu'une petite toux passagère, c'est rien de sérieux. Navré, mais votre bilan somatique est trop bas. Pour un diagnostic plus complet, consultez la borne SAT la plus proche. Les barrières étaient hygiénistes. Et c'est ce qui est en train de se passer, où là, maintenant, ta liberté va dépendre de ton degré d'hygiène. Si t'es contaminant ou pas, si t'es sain, si t'es vacciné, comme les chats et les chiens, parce qu'en gros, c'est ça, on va être comme des chats et des chiens, il faut être vacciné pour pouvoir voyager. Et même toi, écrivain de SF, tu finis par t'en foutre de tous les nouveaux systèmes de capteurs ou de traçabilité, parce qu'effectivement, ça appartient au même paradigme, quoi. C'est déjà inclus dans ce que Deleuze a deviné. Mais l'immense génie, c'est de le deviner en 1990. À 22 ans, à la sortie de l'ESSEC et par refus de, je vous cite, manipuler le consommateur et exercer un pouvoir sur les gens, vous allez réaliser une étude socio-économique du quartier de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, puis travailler pour des parcs régionaux, c'est-à-dire... J'ai fait le livre blanc des 30 ans des parcs naturels régionaux, donc c'était en 99, et ils avaient besoin de quelqu'un qui a une patte un peu littéraire pour faire la synthèse. Donc on a fait un travail sociologique en visitant, moi j'ai visité une vingtaine de parcs à l'époque, et en essayant de recouper les valeurs portées par les parcs. J'avais rédigé aussi la charte du parc naturel régional du Morvan, celui de Guyane aussi. Et après, je faisais surtout... donc au début, création d'entreprise, voilà, aide à la création d'entreprise sur des pizzas, des boulangeries, des choses comme ça. Et ensuite... parcs naturels régionaux, et après, caisse d'allocation familiale, où je faisais une étude annuelle pour eux, auprès des allocataires. J'ai interrogé 1200 locataires, j'ai analysé les réponses. Et j'ai fait ça pendant 13 ans, et ça m'a sauvé la vie, parce que c'est ce qui me permettait de gagner suffisamment d'argent pour écrire. On allait au guichet des agences, alors j'avais une équipe d'enquêteurs, et on interrogeait les allocataires, qui avaient à l'époque c'était le RMI, et puis on les interrogeait sur la qualité d'accueil. C'est très chouette, c'est très intéressant, enfin moi j'ai beaucoup aimé faire ça, ça m'a collé le nez aussi dans la misère, si tu veux, des gens. En plus, c'était le Hauts-de-Seine, donc il y avait beaucoup de publics étrangers. Il y avait plus de 20% d'étrangers.
Et c'était une cave qui marchait extrêmement bien. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous partez faire 1500 km à vélo aux États-Unis à travers les grands parcs nationaux avec, dans le sac, sur la route de Kerouac? Ouais, j'écris là-bas. Ah ouais. J'ai jamais encore osé relire les carnets. Je pense que ça va m'impressionner parce que je pense que j'avais déjà, en tout cas, toute la dimension philosophique était là. La dimension nietzschéenne, elle devait être là, ouais. C'est marrant que vous n'avez pas osé les rouvrir. C'est trop d'émotions pour moi. C'est marrant, hein, c'est des choses, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à revenir sur mon passé parce que c'est trop d'émotions, ouais. Donc j'évite. Un jour, je serai prêt et je les relirai. Mais... Et qu'est-ce qui pourrait se passer au maximum? Ça va vous faire pleurer? Ouais, mais je pense que ça perturbe énormément. Ouais. Ah bon? Voilà. Ouais, je suis pas prêt. Ça peut vous déstabiliser? Ouais, bien sûr. Ah bon? Ouais. Oui, je pense. Ok. Ouais. C'est un retour sur soi, c'est très complexe. Ouais. Moi, j'ai énormément de mal, par exemple, à revenir vers les gens avec qui j'ai vécu à une certaine époque, etc., parce que ça me perturbe trop. Avant la zone du dehors, aucun texte à vous n'a été publié nulle part. Si, il y a un texte qui avait été publié dans une espèce de pauvre revue lyonnaise. C'est un texte sur le ski, encore une épreuve. Un mec qui a été éliminé des compétitions et qui décide de refaire la piste et qui réussit à battre le record tout seul. C'était la première fois qu'on validait un truc que j'avais écrit. Donc ça m'a donné une petite touche de positivité en me disant, tiens, j'écris peut-être pas que de la merde. Cette nouvelle, elle est signée Alain Raymond? Ouais, elle est signée Alain Raymond, ouais, bien sûr. À quel moment et pourquoi choisissez-vous d'adopter le pseudonyme de Damasio, qui est, je crois, le nom de votre grand-mère André, à laquelle vous avez dédié la Horde du Contrevent, et qui vous a laissé, quelle jolie formule, une braise ronde de pur amour que vous essayez de rallumer avec vos pauvres moyens à chaque respiration? C'est au moment où j'écris La Zone dehors, il faut choisir un nom. Quel nom tu vas décider d'être? Est-ce que tu gardes ton même nom? Est-ce que ton identité d'écrivain, tu considères que c'est la même que ton identité civile? Est-ce que tu décides que c'est autre chose? Et j'ai décidé que ça devait être autre chose. J'aimais pas le nom Alain Raymond. Le mon, c'est à la fois mou dans le M et plombant dans le on. Donc la finale, je trouve qu'elle sonne absolument pas. C'est moche. Est-ce que c'est trop banal? Et c'est ultra banal. En plus, il y avait ce journaliste de Télérama qui s'appelait Alain Raymond qui faisait une chronique qui était assez connue. Donc je trouvais que ça faisait doublon. Ça faisait partie de l'arrachement aussi à mes conditionnements familiaux. J'étais content de lui rendre hommage aussi, parce que c'était vraiment la personne qui pour moi en tout cas, a manifesté le plus évidemment, le plus puissamment son amour. J'aimais bien la connotation étrangère aussi, parce qu'elle est italienne d'origine, comme mon autre grand-mère. Il y a des ascendances italiennes des deux côtés. Je trouve que l'équilibre des sonorités est assez juste. J'aime bien l'espèce de hiatus final sur le io. Tu vois, ça fait io, tu vois, io. Il y a un truc qui est assez joli, assez. Donc je suis content de ce nom. Quand on connaît vos livres, on pourrait penser qu'un nom aussi ordinaire qu'Alain Raymond conviendrait mieux à quelqu'un qui préfère rester en dehors des radars. Mais justement, est-ce que vous avez choisi le pseudo comme masque social et votre vrai nom comme bouclier d'invisibilité? Ça permet au niveau administratif de faire une distinction. Que les gens te disent pas « Ah, vous êtes Alain Damasio », enfin tu vois, ça te permet de garder une certaine couche d'anonymat sur tout un ensemble d'actes, ou même dans le train quand le mec vérifie ton truc. Donc c'est bien. Moi, je conseillerais vraiment aux gens d'avoir deux noms. Je dis quasiment plus Alain Raymond nulle part, quoi. C'est devenu epsilonesque, quoi. C'est de très petite quantité. Ah oui. Le concierge de l'immeuble, on a dit Monsieur Raymond avant de venir. Ouais. Lui, c'est les deux noms, mais effectivement. Et c'est bizarre. C'est-à-dire que t'as une partie de toi qui prend l'ascendant sur le reste. C'est là que tu sais que t'as basculé. À suivre sur arteradio.com.